Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. Aujourd'hui, premier en Masterclass de l'année, on va avoir le plaisir d'attaquer fort, d'attaquer dur, avec les techniques de persuasion. Et c'est Philippe Lafay, l'auteur des accélérateurs de vente, vendez plus, vendez vite, plus cher et plus, Bonjour à qui tous, vient, bonjour à tous. Bienvenue qui vient dans nous cette parler. masterclass de l'excellence commerciale. Aujourd'hui, le premier en masterclass. Attendez, on a un écho. Voilà, je pense que l'écho est fini. Voilà. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Vous êtes toujours aussi formidables, hein. Vous étiez 250 inscrits pour notre dernière masterclass de l'année, le jeudi 22, pour écouter Pierre Fayard. Pierre Fayard, qui est professeur à l'université de Poitiers, spécialiste de stratégie, qui est venu nous parler de Sun Tzu et de l'art de la guerre et du traité des 37 stratagèmes. Et si vous voulez retrouver parmi ces stratagèmes cachés dans la lumière, rendre l'inutile indispensable, la stratégie adore le vide, la ruse de la ruse. Voilà, je vous invite à acheter ce livre pour l'offrir ou pour le lire ou à réécouter cette masterclass sur notre chaîne YouTube ou sur votre plateforme de podcast préférée. Donc aujourd'hui, comme je disais, on attaque dans le dur. Qui sommes-nous? Alors Incentive, c'est une plateforme d'animation de la performance, hein, qui permet à la fois de rendre les chiffres motivants pour engager des grandes populations commerciales et puis de donner aux managers les moyens de devenir des meilleurs coachs avec des templates très à l'emploi pour gérer leurs entretiens individuels, les accompagnements clientèle, les entretiens de recadrage, et puis toutes les démarches de coaching thématiques sur la prospection, sur la négociation, sur l'utilisation du CRM. Voilà, un outil indispensable pour beaucoup d'entreprises aujourd'hui dans tous les secteurs. Et on travaille particulièrement dans la banque, l'assurance, le retail, l'industrie ou la technologie. Aujourd'hui, dans une vingtaine de pays, la plateforme est disponible en 9 langues. Voilà, la page de pub se referme. Le grand témoin du jour, c'est Philippe Lafay. Est-ce que, Victor, tu peux nous faire le portrait de Philippe, s'il te plaît? Oui, merci Roland. Alors, Philippe Lafay, vous êtes l'un des plus grands experts de la vente en France, auteur et conférencier de renom. Vous êtes également directeur associé à Practice Conseil. Vous permettez à vos clients d'améliorer de manière significative leur efficacité commerciale au travers d'un parcours personnalisé, basé sur la compréhension de chaque segment du marché. Au travers de votre parcours, vous avez accumulé les expériences. D'abord expert en mathématiques appliquées à la finance, vous avez découvert une passion pour la vente et vous nous livrez aujourd'hui les anecdotes et méthodes des meilleurs vendeurs. À l'occasion de la réédition de Les accélérateurs de vente, que vous coécrivez avec Michael Aguilar, nous allons explorer différentes techniques de persuasion efficaces à chaque étape de la vente et comment les managers peuvent les transmettre à leurs équipes. Philippe Lafay, c'est donc un honneur de vous recevoir aujourd'hui. Et pour nos auditeurs, n'hésitez pas à poser vos questions à Philippe Lafay dans l'espace questions. Il y répondra en fin d'entretien. Merci. Merci beaucoup. Alors bienvenue Philippe. Alors tu commences ta carrière dans la finance à Harvard, comme trader, et puis très rapidement tu es piqué par le virus de la vente avec une très belle carrière avant de fonder Practice Conseil. Qu'est-ce qui t'a amené à écrire avec Michael Aguilar ce livre, Les accélérateurs de la vente, qui est un des best-sellers, hein, sur les techniques de persuasion? Alors, c'était pas un premier bouquin, c'était un deuxième. J'avais écrit un premier bouquin avec un autre auteur qui s'appelle Dan Ennuyot, qui s'appelle L'art de vendre cher. Et avec Mickaël, on a chacun, c'est à la fois un partenaire, à la fois mon meilleur ami, et à la fois un sparring partner de tous les instants. Je crois qu'on s'appelle à peu près 2 fois par jour et qu'on n'arrête pas d'échanger parce qu'on est tous les deux des passionnés absolus et que ça nous démange. Et voilà. Et en fait, dans nos organismes de formation respectifs, moi, Practice et lui, vendeur d'élite, on est des internels insatisfaits. C'est-à-dire qu'on trouvait ça pas mal ce qu'on faisait, mais quand même toujours, on pourrait faire mieux, on pourrait aller plus loin, on pourrait être plus concret, on pourrait être plus impactant. Je dis, ce serait peut-être pas mal plutôt de regarder le terrain. Plutôt que de réinventer l'eau chaude et puis d'utiliser nos pensées, nos cerveaux, c'est très prétentieux d'ailleurs les pensées, parce que avec tes pensées, on peut s'isoler, on peut devenir hors sol. Il ce serait pas mal d'aller sur le terrain. Et on a fait un road movie
Et en fait, on l'a fait 4 fois parce que c'est la 4e édition où on a accompagné 104 meilleurs vendeurs dans leur domaine d'activité respectif. Alors, vendeur, c'est un terme générique. On peut appeler ça ingénieur d'affaires en B2B, on peut appeler ça négociateur commercial, peu importe. Mais des vendeurs, c'est-à-dire l'interface entre l'entreprise et le client. Et l'idée, c'est de faire un vie ma vie et de regarder concrètement, mais les meilleurs, comment ils faisaient. Et notre job, en fait, il est tout simple, et ce qu'on a voulu faire dans ce bouquin, c'est de modéliser le succès. Parce qu'on peut tomber dans l'anecdote anecdotique, ça n'a pas de valeur ajoutée. Ce qui est important, c'est au-delà de l'anecdote et du cas concret, d'en tirer la quintessence pour être capable de proposer aux lecteurs ou dans nos programmes de formation après à nos clients des solutions préhensibles concrètes. Préhensibles, c'est-à-dire faciles à utiliser, concrètes, de telle sorte à améliorer les résultats. Alors voilà pourquoi on a fait ce bouquin tous les deux. Écoute, c'est une bonne nouvelle parce que ça nous permet d'en parler aujourd'hui. Alors, ce livre, Technique de persuasion, les accélérateurs de vente, c'est vraiment un recueil de petits diamants, de conseils très concrets. Il y en a plus de 100, 120, je crois, au total, qui vont balayer l'ensemble du processus d'un rendez-vous commercial. Et on va peut-être, avant de rentrer dans le cœur du sujet, peut-être tu peux nous définir ce que tu appelles les accélérateurs de vente. Eh bien, c'est des trucs et ficelles. Alors, mon Dieu, trucs et ficelles, vous pourrez dire, mon Dieu, mais c'est pas noble ça. Moi, je veux des concepts théoriques. Non, 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 c'est des trucs et ficelles. C'est des choses concrètes, applicables, préhensibles, prêtes à l'emploi, qui permettent de faire la différence. Parce que finalement, ce qu'on voit ça fait quand même longtemps que Praxis existe, ça fait un quart de siècle, c'est toujours terrible ça, parce que j'ai l'impression que la boîte, elle a été créée il y a 6 mois, et je me vis tout le temps, et avec Mickaël, on est pareil, comme des débutants permanents. On est toujours à casser nos jouets, on a des programmes qui fonctionnent bien, mais on les casse tout le temps pour les améliorer, on est obsessionnel là-dessus. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que quand on revoit les gens, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est pas les grands concepts qui retiennent. Et des grands concepts, il y en a plein. Nous, ce qu'on voulait, c'était le terrain qui parle au terrain avec des choses concrètes, opérationnelles. Donc, je trouve qu'il y a une vraie noblesse, justement, à parler de trucs difficiles, c'est-à-dire de choses concrètes et opérationnelles. Et donc, on va être très, très concret et très opérationnel aujourd'hui. Ouais. Peut-être qu'on peut commencer par regarder les différents chapitres finalement de ce livre qui sont organisés comme le quotidien d'un commercial qui doit commencer par prendre un rendez-vous avec son client. Alors, je vais afficher la liste. Voilà, donc les grandes étapes, ça correspond aux 8 chapitres du bouquin. La prise de rendez-vous, l'ouverture d'entretien, la découverte, l'argumentation, la fameuse réponse aux objections dont on parlera tout à l'heure, la négociation et la défense du prix, la conclusion, le closing, et puis bien sûr tout le suivi, la fidélisation des clients. Alors, sur lequel de ces chapitres tu aimerais qu'on commence ensemble, Philippe ? Alors, je ne sais pas si avec le chat, on peut également avoir des attentes. Si les gens que je ne vois pas, mais vous m'écoutez, vous m'entendez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, techniquement, je ne sais pas gérer ça, mais en tout cas, n'hésitez pas à le faire. Si on peut récupérer l'information, je serais ravi de vous donner des exemples concrets. Victor nous la relaiera. Donc, n'hésitez pas effectivement à mettre vos commentaires, vos questions en live. Celles qu'on ne pourra pas aborder tout de suite, on les abordera à partir de midi, entre midi et midi et quart, pour répondre à toutes les questions que vous avez. Je pourrais aborder tous les sujets. Moi, je vous propose de donner quelques exemples sur l'ouverture d'entretien, parce que vous connaissez l'adage, on n'a pas une seule fois l'occasion de donner une bonne première impression, mais je dirais surtout la première impression est déterminante, surtout quand elle est mauvaise. Donc, l'ouverture d'entretien. Le démarrage, l'ouverture d'entretien est importante. C'est comment être détonnant, c'est-à-dire dès les premiers instants d'un entretien, comment le client doit se dire, waouh, il se passe quelque chose. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai l'habitude de vivre avec d'autres commerciaux. Ça me semble sympa parce que c'est très vite opérationnel, c'est concret et ça permet en plus de mettre le vendeur, le commercial en situation de confiance. Parce que quand on est en confiance, on est plus intelligent. Quand on est dans les craintes, notre néocortex, il fonctionne moins bien. Et donc, quand on démarre bien de façon forte et de façon disruptive, sans tomber dans le clownesque, bien sûr, on a des leviers supplémentaires. En tout cas, on se donne les moyens d'aller plus vite. Ça, c'est le premier thème, si vous êtes d'accord. Je donnerai également quelques exemples de pitch, d'argumentation.
quelques techniques clés en main pour être capable de donner, j'ai envie de dire, de mettre un tic dans le moteur en matière d'argumentation pour être davantage impactant. Et puis, peut-être un ou deux accélérateurs, si vous êtes d'accord, en matière de réfutation des objections. Bien que c'est un sujet que je trouve formidable et détestable à la fois, les objections. Pourquoi mais qui est un sujet, ce qui est génial dans ce livre, c'est que finalement, des modèles de vente, il y en a des dizaines et des dizaines, des typologies d'interaction client, il y en a aussi des très différentes, suivant qu'on traite des grands comptes, des petits comptes, suivant qu'on vend du service, des produits, du conseil. Mais finalement, ces conseils, les conseils que tu déploies dans ce livre, ils s'appliquent à quasiment tous les cas d'usage, ce qui est un exercice d'équilibriste assez étonnamment réussi. Hein. Donc on commence avec l'ouverture d'entretien. Voilà, mais ce que j'ai pu constater juste au démarrage, en fait, c'est que la notion de B2B, B2C, B2B2C, OK, mais c'est un peu une vision de l'esprit. C'est-à-dire que concrètement, il y a plein de choses communes. Ah, comment ça, on pourrait se dire, mon Dieu, mais Philippe, ça n'a rien à voir. Une relation B2C, c'est incomparable avec une relation B2B. Oui, bien sûr, il y a des différences, évidemment. Mais en termes d'impact, en termes de persuasion, il y a beaucoup plus de points communs que de points de différence. N'en déplaise, d'ailleurs, eh bien, à quelques ingénieurs d'affaires qui aiment se flatter d'être dans une vente noble par rapport à des commerciaux B2C. Mais n'en déplaise. Et pourtant, il y a pas mal de points communs. Mais avant de vous donner quelques exemples, oui, pardon. Oui. Alors, juste pour commencer, donc on a pris rendez-vous ensemble. Pour rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous vendre ton livre, Philippe? Oui. Écoutez, c'est pas dur. Ce livre vous fait gagner à peu près 300 ans. Parce que si vous deviez vivre vous-même eh bien, toutes ces expériences et acquérir toutes ces compétences qui sont en fait la production de centaines de vendeurs, eh bien, il vous ferait 3 vies. Donc, c'est plus qu'un livre que vous allez acheter. Vous allez acheter 3 vies supplémentaires. Et vous allez avoir un concentré d'expérience et un concentré technique tout de suite applicable très facilement sur le terrain pour quelques dizaines d'euros. Reconnaissez que quelques dizaines d'euros pour 3 vies, c'est pas très cher. Et ça vous permet d'avoir un retour sur investissement qui est juste fantastique pour être capable d'être plus à l'aise, d'être plus innovant, de prendre plus de plaisir, mais en clair, de vous différencier de la concurrence. Alors, c'est parti pour notre première vie. Notre première vie, l'ouverture d'entretien. L'ouverture d'entretien, comment est-ce qu'on peut être impactant, Philippe? Alors, je ne vais pas vous donner la théorie, ce n'est pas intéressant parce que tout le principe éditorial de ce bouquin, c'est à chaque fois un exemple concret et on en tire la quintessence de cet exemple concret. Et en matière d'ouverture d'entretien, je vous donne un premier témoignage assez étonnant. J'accompagnais le meilleur commercial d'une très grande filiale d'un groupe bancaire spécialisé dans le financement auto, moto, bateau. Donc des gens qui vendent du financement, non pas en direct, mais via des concessionnaires automobiles ou des concessionnaires de moto ou de bateau. C'était leur meilleur commercial France, toutes catégories confondues. Et ce qui est intéressant, c'était non seulement leur meilleur commercial, mais c'était le meilleur commercial depuis 5 ans. Et quand vous avez 5 ans sur une population d'à peu près 200 vendeurs, quelqu'un qui est top niveau, je vous promets que ça veut dire quelque chose. Et donc, j'accompagne ce commercial sur le terrain. Moi, officiellement, je jouais très souvent la partition d'un comptable en reconversion. Ce qui est formidable, ce qui vous permet de donner un sourire niais. Bonjour madame, bonjour monsieur. Je suis de Pôle emploi, moi je suis en reconversion. Est-ce que vous m'autorisez à participer à cet entretien? Ah, vous êtes très aimable. Puis-je prendre des notes? Ah, mais je vous en prie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au bout de quelques instants, vous n'êtes plus rien, personne ne vous regarde, personne ne vous calcule, mais le terrain d'observation est formidable. Nous nous rendons dans un groupe de concession de marques allemandes, où il y a plusieurs marques. Et au début, le démarrage de la relation se passe dans le hall de la concession automobile. Et j'ai envie de dire d'une banalité absolue, il y a quelques social talk. Parce qu'il est important au démarrage d'être banal, parce que la vente, c'est une affaire de rencontre de mammifères. Et c'est important de respecter quelques codes sociaux pour ne pas choquer, brusquer. Il faut que les mammifères se sentent. Et donc, au début, on a parlé de la pluie et du beau temps, de l'actualité. Honnêtement, ça n'a aucun espèce d'intérêt pour personne, mais ça permet de se familiariser.
Puis nous rentrons dans le bureau, et là, il se passe quelque chose de fou. Là, à la réunion, il y avait le patron de ce groupe de concession, son directeur financier, le commercial de cet établissement bancaire, et moi à côté, autour du table ronde. Je vous donne le démarrage de l'entretien. Il dit, vous savez pourquoi je voulais vraiment vous rencontrer? Je ne suis pas venu pour vous parler de vos crédits, de crédits, de garanties, d'assurance. Vous avez tout ce qu'il faut avec vos actuels partenaires financiers. Moi, je suis venu vous parler parce que mon véritable métier à moi, je suis un vendeur de pompes. Et il fait geste. Psh, 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 psh. Un vendeur de pompes, mais de pompes Afrique. C'est ça mon job. Mon job, en fait, c'est de mobiliser toutes mes équipes, toutes nos agences, tous nos collaborateurs pour faire en sorte que chaque euro puisse générer pour vous 1,1, 1,2, 1,3 euros de chiffre d'affaires supplémentaire. Alors, il est bien trop tôt pour imaginer quoi que ce soit, mais si je suis venu vous rencontrer aujourd'hui, c'est qu'on puisse avoir un débat, un échange pour dans quelle mesure je pourrais être votre pompe Afrique et votre pompe à cash à vous. Point. Et le hasard de la vie fait que j'ai à l'époque, un peu moins maintenant, mais beaucoup de clients dans le secteur de l'automobile, et je participais tous les 2 ans au Mondial de l'automobile, ce qui permet de faire, de rencontrer plein de gens, de serrer des mains et de faire du relationnel sur une unité de temps très court. Et je retrouve ce patron de concession, qui est une très grosse concession dans le sud de la France, à Marseille. Et donc je me présente à lui, il m'avait effectivement complètement oublié, je vous raconte la véritable histoire. J'étais consultant, j'ai créé des bouquins, blablabla, etc. Et je lui ai posé 2 questions. Et ces 2 questions m'ont profondément marqué. Première question que j'ai posée à ce monsieur, je lui ai dit, vous vous souvenez du démarrage de l'entretien avec ce Vincent, je ne donnerai pas son nom de famille. Et là, il se met à rire et me dit, ah ouais, la pompe. Et je vais poser une deuxième question. Est-ce que vous vous souvenez des autres fois, des autres démarrages d'entretien, avec les autres commerciaux que vous avez vus? Et là, il lève les yeux au ciel et il me dit, ben non. Et c'est là où c'est formidable, c'est oser, à travers, moi je baptise ça des analogies de démarrage, d'être capable en fait d'ancrer le positionnement, sa valeur ajoutée, le message principal dès le démarrage, mais de façon complètement décalée. Ben, je vous promets que quand on ose faire ça, eh bien ça change tout. Alors je suis sûr que derrière l'écran, certains se disent, mais je ne pourrais jamais faire ça. Ah, comment ça? Je ne vais pas arriver, c'est clownesque, arriver avec le coup, je vends des pompes. Alors là, ce qui est important, c'est d'avoir, je dirais, ses propres tips, ses propres métaphores, ses propres images adaptées à son métier, à la valeur ajoutée qu'on génère, mais également adaptées à sa personnalité. Allez, je ne résiste pas, je vous donne un autre exemple dans justement ces analogies de démarrage. Là, j'accompagne un super commercial dans le secteur de prestation de services développement informatique. Et il se présente de la façon suivante. Donc, toujours pareil, après des social talk initiaux un peu sans intérêt mais nécessaires, il dit, vous savez, mon véritable métier à moi je suis un Waze. Vous savez ce que c'est Waze en fait? Waze, c'est une technologie qui permet d'aller d'un point à un point B. Et pour aller d'un point à un point B, qu'est-ce que fait cette technologie? Elle va scanner toutes les routes possibles et inimaginables. Et elle va vous proposer la route idéale qui vous permettra, 1, de gagner du temps, 2, de gagner de l'argent en matière de consommation, 2, d'éliminer des risques, de PV, et de vous proposer une route en toute sécurité. C'est ça mon job. Je ne sais pas du tout si on pourra travailler ensemble, mais ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est qu'on ait simplement une discussion, en débat, pour voir dans quelle mesure je pourrais être votre Waze à vous. Voilà. Eh bien, encore une façon décalée, différente, de démarrer un entretien et de stimuler en fait la curiosité et de se différencier. Parce que ce qui est terrible, moi ce que je vois dans les commerciaux qui ne sont pas des commerciaux d'élite et les boîtes de formation commerciale ont une énorme responsabilité et je prends à titre personnel cette responsabilité. On a, comment dirais-je, transformé trop souvent des commerciaux en machines complètement standards, vous savez, complètement isoifiées, complètement normalisées, une espèce de camembert pasteurisé, mais moulé à la louche, sans odeur et sans saveur. Eh bien, ce qui est important, il faut aimer le fromage qui pue, c'est-à-dire le fromage avec du caractère, avec une personnalité, avec des aspérités. Et c'est ça qui fait la différence. Parce que je vois trop de commerciaux, c'est d'une banalité absolue. Je vous donne encore un autre témoignage, toujours sur l'ouverture d'entretien.
voilà, il se trouve que de mon bureau, on travaillait pas mal pour des boîtes aérospatiales, et m'avait offert une très belle maquette de bureau, une très belle maquette d'avion, un biplan, maquette lourde, etc. Et à l'arrière, ce même client m'avait offert un très beau tableau d'avions en noir et blanc, des avions des années 60. Il se trouve que je déteste la clim, ça me donne mal à la tête, donc je préfère jouer les courants d'air plutôt que d'allumer la climatisation. Et je reçois cette fois-ci dans mon bureau un commercial. Le commercial s'assoit, il voit quoi effectivement? Il voit cette maquette sur mon bureau, il voit à l'arrière une photo d'avion, il me dit: ah bon, je vois que vous êtes formidable, je vois que vous êtes passionné par l'aviation. Et je lui dis: mais écoutez, pour répondre à votre question, je vous engage à prendre cette maquette, à la soulever. Et j'avais collé à l'arrière du support en U très lourd pour que la maquette tienne debout, un autocollant. Et sur cet autocollant était indiqué nombre de fois où on me pose la question: êtes-vous passionné par l'aviation? Si oui, prenez un stylo dans le pot à côté de vous et rajoutez une petite bûchette. Voilà. Il faut être capable de casser les codes, il faut être capable d'être créatif, et on peut donner des choses clés en main absolument formidables. Vous avez plein d'exemples dans un accélérateur de vente, justement pour être capable, dès le démarrage de l'entretien, de faire la différence et que le client se dise: waouh, ça change. Voilà. Alors ça démarre très fort, et le temps passe très vite. Oui. Tu es notre pompe à idées aujourd'hui et notre Waze pour nous guider. Ce que je te propose, c'est que on regarde. Donc on a vu des exemples sur l'ouverture d'entretien. Ouais. Est-ce qu'on peut regarder 2 exemples sur l'argumentation? Et puis je voudrais aussi avoir du temps sur la réponse aux objections, qui est vraiment un sujet qui est partagé par tous les commerciaux comme une vraie difficulté à aborder lors d'un entretien de vente. On peut passer à l'argumentation? Allez, on y va. Il me reste, oui, effectivement, comme je suis un passionné bavard, il faut que je fasse attention à regarder mon temps. Sur l'argumentation, je donnerai une première technique que j'ai baptisée la technique de la bande-annonce. En fait, le problème de l'argumentation, c'est que c'est, excusez-moi l'expression, mais c'est un piège à con. Parce que quand on commence à argumenter, quand on commence à développer une idée, ça veut dire qu'on a besoin de l'argumenter, de développer une idée, et donc ce que vous proposez, ces bénéfices et avantages, ne vont pas de soi. Vous connaissez l'adage: si je te suis, tu me fuis, et inversement. Donc le premier principe, premier conseil sur l'argumentation, c'est faites court. Faites court. Plus c'est court, mieux c'est. Et donc, pour être capable de faire court et pour être capable de faire impactant, mais pour moi, un argumentaire, c'est un petit peu comme un burger. Vous savez, il y a le pain du haut et le pain du bas. Et puis au milieu, il y a des choses. Et le pain du haut, c'est la première chose qu'on mange du burger, il faut qu'il soit super attractif. Et une bande-annonce, c'est quoi? C'est d'être capable de dire en 1 ou 2 phrases maximum, eh bien, les avantages principaux de tout ce que vous proposez, qui va donner en fait un rythme et une dynamique à votre future argumentation. Un exemple concret. Dans le secteur de l'industrie photovoltaïque, donc vous savez, des gens qui vendent des systèmes PV pour produire sa propre électricité par voie d'autoconsommation. Pour être capable, dès les premiers instants, que le client, au bout de 2 phrases, se dise: waouh, ça change, et en tout cas, il y a quelque chose d'intéressant. Plutôt que de dire les choses de façon linéaire et un petit peu plate, eh bien, regardez la force de l'effet bande-annonce. Jeune client, avant de vous présenter dans le détail nos solutions, je dirais que ce qu'on vous propose, c'est un petit peu comme le drapeau des Jeux Olympiques. Vous savez ce que c'est le drapeau des Jeux Olympiques? C'est un drapeau blanc avec un anneau qui représente un continent, et c'est la métaphore en fait du drapeau des Jeux Olympiques, c'est le monde uni à travers les valeurs du sport et tous les continents unis à travers les valeurs du sport. Vous verrez que ce qu'on vous propose dans notre société, qui vous permet de vous donner toutes les sécurités et, par rapport à vos objectifs en matière de production d'électricité, ben, c'est un petit peu comme ce drapeau-là, et que chaque anneau, ça représente une valeur essentielle. Alors, vous me permettez de vous présenter ces 5 anneaux? Voilà, c'est tout bête. Mais plutôt que de donner voilà, une présentation, j'ai envie de dire à plat, uniquement rationnelle, sur ce qu'on est capable de proposer, eh bien, ça attire l'attention et ça met en veille en fait le client, exactement comme une bande-annonce au cinéma. Et si vous regardez une bande-annonce au cinéma, comment c'est fait, ça répond à des règles de scénarisation extrêmement précises. Un film, par définition, c'est un casting,
un scénario et des budgets. Et quand le film est tourné, la première chose qui est montée, hein, avant le final cut du film, c'est très souvent la bande-annonce. Pourquoi? Parce que la bande-annonce, eh ben, ça sert à vendre. C'est le support qui va servir aux clients, mais également en amont de cela, qui va servir aux marchés internationaux de films pour être capable de présenter un film et de donner envie. Et une bande-annonce, c'est toujours la même chose, c'est très court. Ça ne raconte jamais toute l'histoire, ça vous donne les meilleurs moments. Ça vous situe le contexte. Et puis après, il y a souvent une accélération et au bout d'un moment, c'est paf, on arrête net. Sorti le 23 novembre et après, mon coco, il faut que tu payes. Donc, on donne un petit peu d'informations tout en étant volontairement un peu flou pour être capable justement de donner envie aux clients d'en savoir davantage. Car le drame, souvent en matière d'argumentation, on en dit trop. Et quand on en dit trop, on n'a plus de mystère. Et quand on n'a plus de mystère, on n'a plus de séduction, on n'a plus d'impact. Je n'entends plus. Pardon, c'est moi. On va garder un peu de mystère pour les autres accélérateurs sur l'argumentation. Et j'adorerais passer à la réponse aux objections parce que Ouais. c'est vraiment un des sujets qui est le plus partagé comme étant une vraie difficulté pour beaucoup. Alors, sur la réponse aux objections, en fait, c'est le thème de mon premier bouquin, c'est l'art de vendre cher. Et je prends un exemple très concret. Je parlais tout à l'heure, c'est un peu un hasard. Alors je peux le dire parce que c'est une information qui est publique, donc il n'y a rien de confidentiel. On accompagne un de nos clients qui s'appelle EDF ENR, c'est la filiale solaire du groupe EDF. Et la particularité, c'est qu'ils font 60% de part de marché, qui vendent exactement, et que je dis bien exactement, les mêmes produits et les mêmes services que leurs principaux concurrents dans les gros, hein, Total et Engie. Mais la différence, c'est qu'ils sont exactement 2 fois plus chers que leurs concurrents. 2 fois. Et que, évidemment, le commercial de DFENR, il est confronté à une objection. Au bout d'un moment, c'est de dire, mais écoutez, je ne comprends pas, monsieur le client, vos modules, ok, c'est très bien, vos produits, vos services sont formidables, mais vous êtes à 15 000 € alors que Engie est à 9 000 comme Total Énergie, pourquoi vous êtes 2 fois plus cher? Alors que j'ai regardé dans le détail, Internet, les gens se renseignent, évidemment, vous vendez les mêmes modules, ce sont les mêmes fabricants qui sont situés en Asie, vous proposez à peu près le même type de service, des garanties analogues, 25 ans, etc. Mais pourquoi voulez-vous que je paye 2 fois plus cher? Alors qu'ils ont 55% de part de marché. Ça vous intéresse de connaître la réponse? Alors j'y vais. D'abord, le commercial montre quelque chose qui est fondamental, on appelle ça la preuve sociale, un aspect pas du tout déstabilisé. Oui, je sais bien. Si vous comparez à mon excellent confrère Engie, effectivement, je sais, on est 2 fois plus cher. D'ailleurs, Engie, c'est une très belle entreprise, hein. C'est une entreprise comme nous, voilà, on fait partie des fleurons industriels de l'économie. On se ressemble beaucoup d'ailleurs. Autrefois, on faisait partie du même groupe, hein. C'était EDF, GRDF. Voilà, chacun a mené sa vie de son côté depuis maintenant plus de 10 ans, mais c'est une boîte remarquable, Engie. Avec l'État qui est au capital comme nous, un peu moins que nous, mais quand même. Ils ont 30% du capital, c'est une boîte extrêmement rigoureuse. Voilà. Donc, je ne suis pas surpris pour votre remarque. À votre place, je vais refaire la même d'ailleurs. À côté de ça, je constate une chose suivante. Nous faisons 55% du marché. Et le point commun de nos clients, ce n'est pas qu'ils sont blonds, bruns, roux, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, mais le point commun de nos clients, c'est qu'ils sont comme vous, des gens raisonnables, qui avaient, dans l'immense majorité des cas d'ailleurs, un devis d'Engie 2 fois moins cher, et pourtant ils nous ont choisis. Alors que logiquement, tout le monde veut le meilleur rapport qualité-prix. Ça vous intéresse de savoir pourquoi ils nous ont choisis? Ça, c'est l'émergence d'un paradoxe. Première étape. Deuxième étape de l'accélérateur, c'est les stratégies du doute. C'est-à-dire, ça consiste à poser des questions, mais orientées de telle sorte que la réponse est induite, de telle sorte à rendre le client acteur de sa réponse. Mais pour vous répondre, monsieur le client, je voudrais vous poser une question. Engie, c'est une boîte d'exception, formidable, carrée, rigoureuse, etc. Vous imaginez une boîte comme Engie, sérieusement, s'amuser à vendre à perte et donc se mettre en illégalité? Vous y croyez un instant avec leur contrôleur de gestion, leur commissaire aux comptes, vous croyez qu'ils feraient ça? Le client, qu'est-ce qu'il peut dire? Ben non.
D'un côté, vous voyez qui on est. Nous, on est une entreprise extrêmement. Enfin voilà, on a le chiffre d'affaires d'EDF, hein, c'est à peu près 2 fois le budget de la défense nationale. On a 2 ministres de tutelle, voilà, des syndicats, des journalistes qui nous suivent 24 heures sur 24. Est-ce que vous croyez un instant qu'une entreprise comme la nôtre pourrait se permettre de proposer des prix exactement 2 fois plus chers, qui seraient donc objectivement des prix au pire fantaisiste, au mieux une arnaque? Vous y croyez un instant, vous, à ça? Donc, vous voyez ces deux réalités, monsieur le client. Qu'est-ce que vous pouvez en déduire? Et le client ne peut déduire qu'une seule chose. Mais c'est intéressant, c'est pas le vendeur qui le dit, c'est le client. Bah oui, effectivement, peut-être vous ne vendez pas exactement la même chose et que la prestation n'est pas la même. Absolument, monsieur le client, c'est vous qui le dites. Et après, ils peuvent terminer par quelques effets de liste pour expliquer en quoi est la différence. Voilà des tactiques en fait qui jouent beaucoup sur la psychologie. Vous avez d'un côté la preuve sociale et le côté non déstabilisable du vendeur qui se dit mais c'est quand même curieux. Alors qu'on est 2 fois plus cher, on fait 50% du marché, comment expliquez-vous ça? Et après des jeux de questionnement, mais des questions très particulières formulées de telle sorte que la réponse est induite dans la question, pour être capable en fait de jouer avec le cerveau de la personne et que la personne, le client, se pose des questions et en fait finisse par déstabiliser son cadre de référence à lui. Alors, quand vous maîtrisez ça, vous avez et vérifié par vous-même une entreprise qui est plus que leader alors qu'elle est pourtant 2 fois plus chère. Voilà un exemple. Écoute Philippe, l'exemple est limpide. On arrive, il est déjà midi, ça passe tellement vite à t'écouter. On aimerait poursuivre cet entretien. On va avoir la possibilité de le faire encore pendant 15 minutes pour laisser un peu de temps aux questions et aux réponses de nos auditeurs. Donc on a vu l'ouverture d'entretien, l'argumentation, la réponse aux objections. Un grand merci. Alors on a une dernière question qu'on pose à tous les intervenants dans nos masterclass, c'est quelle est la plus belle citation qui t'inspire? La plus belle citation, elle est signée d'un monsieur assez intelligent qui s'appelle Albert Einstein, qui disait, c'est pas mal quand même, qui disait tout savoir n'est qu'expérience, le reste n'est qu'information. Je la trouve d'une profondeur incroyable. Tout savoir n'est qu'expérience, le reste n'est qu'information. Si on veut faire progresser les gens, si on veut leur faire acquérir des nouvelles techniques, des nouvelles compétences, il ne s'agit pas de leur donner des infos, il ne s'agit pas de délivrer des slides, il ne s'agit pas de faire cela. Il s'agit qu'ils vivent une expérience pour qu'eux-mêmes, justement, acquièrent un véritable savoir. Autrement, c'est de l'info. Et c'est souvent un enjeu managérial majeur. On croit qu'un manager, voilà, c'est le drame, je trouve, de beaucoup d'entreprises, c'est-à-dire on communique de l'info, on communique de la data, et parce qu'on a communiqué de l'info, de la data, quels que soient les canaux, les technologies, on a l'impression que, eh bien, ça y est, c'est fait, et que le récepteur a acquis ça. Mais quelle illusion! Ce qui est important, c'est de faire vivre une expérience. Et quand on fait vivre une expérience forte, managériale, je vous donnerai un exemple d'ailleurs tout à l'heure de chose qui m'a marqué en matière de management, ou en matière de formation, eh bien, on arrive à provoquer des chocs, car le changement ne se passe que par des chocs psychologiques. Je vais vous montrer quelque chose à l'image. Voilà, j'ai beaucoup de défauts. Hein. Ça, je ne sais pas si vous voyez, c'est un paquet de cigarettes. C'est pas une bonne idée, je fume. Qu'est-ce qui est indiqué sur mon paquet de cigarettes? La fumée du tabac contient plus de 70 substances cancérigènes. Fumer peut tuer l'enfant que vous attendez. Ok? Fumer peut tuer l'enfant que vous attendez une deuxième fois et fumer tue. Voilà, l'information elle est communiquée. Mais je vous promets que ce ne serait pas le même choc psychologique si je lis ça ou si l'un de mes meilleurs amis qui est médecin me dit Philippe, il faudrait qu'on se voit parce que tu as fait des radios pour les reins. En fait, c'est pas ça qui me gêne. Il y a une petite ombre là-haut au niveau du poumon. Je voudrais qu'on augmente l'investigation. Je vous promets que là, la réaction ne sera pas la même. Donc, le changement, c'est des chocs émotionnels. Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est le choc. Et c'est dans les masterclass de l'excellence commerciale. Un immense merci, Philippe. Pour aller plus loin, bien sûr, précipitez-vous à la FNAC ou dans votre meilleure librairie pour acheter les accélérateurs de vente.
la 4e édition enrichie avec plus de 120 conseils pour vivre 3 vies. Les chats ont 7 vies. Grâce à toi, on en a au moins 3. 3 vies d'expérience, 3 vies pour tout savoir, puisque tout savoir n'est qu'expérience, le reste n'est qu'information. Également, on a remis le fameux livre de Michael Aguilar, Vendeur d'élite, qui reprend un certain nombre de ses idées, de ses exemples. Voilà. Et puis maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement sur le chat, sur l'interface GoToWebinar. Et Philippe, si tu as encore quelques instants, on aimerait te garder encore un quart d'heure pour y répondre. Entre deux gens de bonne compagnie, c'est juste un bonheur. Merci beaucoup. Alors Victor, est-ce qu'on a des questions de nos auditeurs? Oui, on a beaucoup de questions. Donc, je ne sais pas si on va pouvoir répondre à toutes, mais on va faire de notre mieux. Alors d'abord, Philippe, qu'est-ce qui fait que vous utilisez spécialement le terme mammifère pour décrire les participants à la réunion dans le premier exemple dont vous aviez parlé? Pourquoi j'ai utilisé le terme mammifère? Parce que je suis un mammifère et que le client est un mammifère, le vendeur est un mammifère et que tout mammifère obéisse à des règles de comportement et ne pas le prendre en compte, eh bien, fait qu'il y a une dimension fondamentale de la relation interpersonnelle humaine. C'est pour ça que j'aime pas le terme B2B, B2C, B2G, B2B2C. En fait, c'est human to human. Ok, merci. On a aussi une autre question. Est-ce que la déconstruction permanente de votre travail n'est pas trop destructrice et ne risque pas de vous empêcher d'avancer dans vos recherches? C'est une super question. La réponse est le dosage. C'est-à-dire qu'on a des convictions, mais c'est très dangereux les convictions, parce que les convictions qui s'ancrent, voilà, fait qu'un jour on se réveille et on est has-been. Donc il faut toujours être en veille sur ce qui se passe sur les technologies. Regardez par exemple l'intelligence artificielle, comment ça va, mais c'est pas ça va, comment aujourd'hui ça bouleverse fondamentalement l'art d'argumenter. Allez sur n'importe quel site OpenAI, GPT par exemple, pour le citer celui-là, c'est incroyable. Vous pouvez écrire une requête, écris-moi un argumentaire avec des métaphores, d'exemples concrets dans la vente de solutions informatiques en Chine. Et de façon incroyable et de qualité. Hein. Et vous avez un système qui va vous donner un argumentaire très convenable. Après, il faut le retravailler. Il ne s'agit pas de le faire, mais voilà, si on ne regarde pas ce qui se passe aujourd'hui, et si on est simplement ancré sur eh bien, le passé, on est mort. Et c'est vrai qu'on cherche à développer, mais c'est vrai qu'on se vit comme avec Michael, on parlait, c'est les co-auteurs de cet ouvrage, mais comme des débutants permanents, d'être en veille en permanence sur ce qui se passe, quoi. Oui. On a une autre question. Vous qui maîtrisez cette technique, donc comment est-ce que vous feriez en tant que manager pour les transmettre à vos collaborateurs? C'est le sujet du management d'ailleurs. Je vais donner un témoignage rapide. C'est pas de la vente, mais c'est un type qui est pas mal réussi dans la vie avec un palmarès convenable. Il s'appelle Rafael Nadal. 13 fois Roland Garros. On a notre Yannick Noah national qu'on ressort tous les ans, qui a gagné une seule fois et qui a fait quelques chansonnettes sucrées par la suite. Lui, c'est 13 fois plus tous les grands tournois. Ce gars-là, Rafael Nadal, il a l'humilité d'avoir 4 entraîneurs, et les entraîneurs de Nadal sont tous beaucoup moins bons que lui, techniquement, physiquement, psychologiquement, enfin voilà, et ce gars-là, il a l'humilité d'écouter ces gens-là et de continuer à faire des fondamentaux. C'est le problème du management de proximité numéro 1. C'est-à-dire qu'on recrute des managers pour faire du management, mais le drame aujourd'hui, c'est que les vendeurs, ils ne vendent plus. Quand vous regardez les agendas des commerciaux, l'essentiel du temps n'est pas passé à l'interaction avec les clients, il est passé à faire des déplacements, du reporting, mais très peu à vendre. C'est un temps marginal. Et les managers, c'est pareil. L'essentiel de leur temps, il n'est pas fait justement à animer des collaborateurs, à monter en compétence. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est une illusion. Mais il est consacré à d'autres tâches périphériques. Il faut remettre l'église au milieu du village. Un vendeur doit vendre, un manager doit manager. Et si on ne se donne pas les moyens de s'organiser en conséquence, voilà. Mais vous savez, si vous regardez le mot réparation, le mot préparation, pardon. Si vous enlevez la première lettre du mot préparation, vient un deuxième mot qui est réparation.
C'est le problème des entreprises qui n'anticipent pas assez, où en fait les managers et les commerciaux passent leur temps à poser des rustines. Alors ça s'explique aussi par la succession des vagues de transformation des entreprises, qui fait qu'on passe d'une vague de transformation 1, puis 2, puis 3. L'entreprise est instable, la techno est instable, les systèmes d'information sont instables, et qui fait que les commerciaux en fait ne font pas de commerce, ou pas assez, que les managers ne font pas assez de management, pas assez, mais sont dans l'obligation de poser des rustines pour faire ensemble. Voilà. Alors, je ne suis pas dans le jugement, c'est tellement facile de juger. Mais ce qui est clair, c'est que le moyen est fondamental, essentiel, pour être capable de faire réussir une équipe, c'est de se donner le moyen et le temps disponible pour manager et développer les compétences. Merci beaucoup. Donc j'avais une autre question. Cette fois, c'était plus par rapport au choc culturel. Parce que moi, personnellement, j'ai appris la vente en Allemagne, et donc vous prenez quelque chose qui serait quand même encore plus spécial là-bas. Donc comment est-ce que vous feriez, vous, pour adapter les accélérateurs de vente en fonction des cultures? À l'international, Oui, alors effectivement, très sincèrement, je ne crois pas. Alors je sais que beaucoup vont hurler, hein, mais je crois peu. Et c'est quelqu'un qui a vécu ses 20 premières années à l'étranger. J'ai découvert la France à l'âge de 21 ans. Pas vous raconter ma vie, c'est pas passionnant. C'était le job de mon père qui était diplomate, donc on changeait de pays tous les 4 ans. Et j'ai vécu aux États-Unis, donc j'ai besoin de voyager, c'est vital pour moi, et de me nourrir d'autres cultures. Je ne crois pas fondamentalement qu'il y ait des approches si différentes que cela, alors, sauf quelques détails liés, j'ai envie de dire, aux usages, aux coutumes à travers le monde. Prenons un pays très différent qui est le Japon. C'est sûr qu'au Japon, si vous arrivez avec 1 minute de retard, vous êtes mort. Parce que pour eux, c'est une insulte. Vous volez leur vie, vous volez leur temps. Si au Japon, on ne respecte pas les us et coutumes, très vite vous êtes considéré comme un monstre, donc quelqu'un d'absolument infréquentable. Voilà. Mais donc ça, c'est de l'or en fait des codes. Mais sur la partie cœur de la méthode commerciale, que ce soit l'ouverture, la découverte, etc., il y a beaucoup de choses qui sont assez universelles. Après, c'est intégrer des codes de culture pour l'adapter. Mais ce n'est pas les accélérateurs de vente fondamentalement. Je crois beaucoup plus à des différences de profil d'individus en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, aux États-Unis, que des différences fondamentales liées au pays. Comme je ne crois pas du tout qu'il y a une mentalité parisienne, une mentalité du Nord, une mentalité du Sud. Enfin, oui, il y a des lieux communs. Mais au-delà de ces lieux communs qui ont un énorme mérite, c'est qu'ils sont faciles à comprendre, à exprimer. Vous savez, il y avait des gens qui sont très froids à Marseille, complètement rationnels, et qui seront incapables de communiquer une émotion, et qu'à Marseille, on n'est pas forcément un héritier de Pagnol. Et que dans le Nord, on dit le style est sympa, il est gentil, etc. Voilà. Je trouve que derrière ces a priori, ces archétypes, il n'y a finalement pas grand-chose de substantiel. En revanche, il y a des codes sociaux à respecter, ça oui. d'accord. Peut-être une petite dernière question pour finir. Est-ce que le fait de ne pas trop en dire, de garder une part qui serait trop grande de mystère, ne risque pas de dissuader le client qui pourrait être amené à penser qu'on ne maîtrise pas assez ce qu'on est venu lui vendre? Comment dirais-je, vous connaissez la chanson de Juliette Gréco, bon, c'est pas de ma génération, mais c'est Désobéis-moi, oui, mais pas tout de suite. L'art de l'effeuillage. L'art de l'effeuillage, de ne pas dire tout de suite, ce n'est pas un prétexte pour masquer de l'incompétence. Parce que le problème du pitch et de l'argumentation structurée, avec le pire outil en matière de la vente qui s'appelle PowerPoint, c'est le pire outil. Et je vous donnerai une anecdote pour terminer absolument incroyable là-dedans sur le management, voilà, mais je l'ai gardé pour la fin. C'est que, en fait, vous délivrez un message, vous parlez avec sujet, verbe, complément, des phrases, et l'autre est en position d'écouter. Donc la position, elle est extrêmement défensive. Vous posez des questions, enfin vous argumentez, l'autre écoute, et donc vous ouvrez le flanc à la critique. Oui, mais pourquoi ceci et pourquoi cela? Et mais pourquoi vous faites ceci, pourquoi vous faites cela? Et que le jeu, il est terrible. Dans la posture, il y en a un qui défend et l'autre qui attaque. Le commercial est en grande difficulté. En revanche, si le commercial donne des bandes annonces, des messages clés, engage la discussion, stimule le client pour que lui-même pose des questions, on est dans un débat. On n'est plus dans un jeu marqué avec celui qui parle et celui qui répond, mais on est dans une conversation.
C'est pour ça que je déteste le mot objection. C'est un mot qui vient de la justice. Le véritable mot, on devrait transformer ça, mais c'est pas le même mindset, ne pas parler d'objection, mais parler de questions légitimes des clients. Et les clients ont toutes sortes la légitimité totale de poser des questions rationnelles, voire même irrationnelles. Et ils ont même le droit de mentir, ils ont le droit de changer d'avis, c'est normal. C'est un échange. Et une image que j'utilise souvent, c'est que la conviction, c'est un petit peu comme la montée de l'océan. Si vous allez, par exemple, dans ma région d'origine, en Aquitaine, et si vous allez, par exemple, sur le bassin d'Arcachon, plage Océane, vous voyez l'océan monter, l'océan, il ne passe pas d'un point A à un point B en termes linéaires. L'océan qui monte, c'est une première vague qui arrive, puis un phénomène de reflux, une seconde vague arrive, laissant une trace de sel, et puis de nouveau du reflux. La persuasion, c'est souvent comme ça, c'est-à-dire vous commencez à travers un échange de jeux et de questions, de petit à petit, eh bien, architecturer, construire, eh bien, un socle de conviction, parce que tout le jeu, en fait, c'est que le client soit intimement convaincu que votre solution, votre produit, c'est la bonne solution. Mais ça prend du temps et qu'il faut des interactions et qu'il est nécessaire eh bien, d'engager un débat avec des questions légitimes. Il ne faut pas prendre l'objection comme un problème, il faut le prendre comme une chance pour être capable justement eh bien, de construire un raisonnement avec le client. Tu voulais parler pour une dernière question, parce qu'on arrive vraiment à la fin, de management? Exactement, de management, vous m'avez demandé, et je vous donne un témoignage qui est absolument extraordinaire. On donne une conférence avec Michael, parce on fait la même chose, on construit nos conférences ensemble, nos bouquins, enfin vraiment, on est une grosse intimité. Conférence pour une très grande banque française, filiale d'une grande administration. Je n'en dirai pas plus, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et ce jour-là, le nouveau directeur général était présent devant tous les conseillers commerciaux de la division financière. Ça se passe à la mutualité, il y a beaucoup de monde à la mutualité, un parterre, un étage, et il y a un peu plus de 2500 personnes. On a l'habitude de ne jamais parler après un dirigeant, parce que notre métier à nous, c'est d'être drôle, de passer des messages, d'être impactant, et on ne veut pas déstabiliser un dirigeant qui a pas forcément, dont le métier n'est pas uniquement que de parler en public. Donc, on a l'habitude de toujours passer après. On était sur le côté, ce nouveau directeur général vient, on ne fait pas attention au début, mais la salle est éclairée. Donc, il arrive classiquement avec son costume, sa cravate, une vraie tête de dirigeant d'un établissement bancaire. Il arrive avec un petit dossier, les gens l'applaudissent poliment, il pose son dossier, il règle le micro, il enlève ses lunettes, il se cramponne au pupitre, et donc il va commencer à parler, mais non, il ne dit rien. Je le vois balayer du regard les gens. Et moi, instinctivement, je regarde ma montre. Au bout d'une minute, il n'y avait toujours pas un mot. Et une minute, dans ce type de situation, c'est une éternité. Au bout de 2 minutes, il n'y avait rien. Et moi, j'étais nerveux avec Michael. On dit, mais qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va nous mettre la salle en feu. Et on sentait les gens, on entendait les gens tousser. Le premier rang qui se dandinait avec une gêne. Il y avait une espèce de petit brouhaha de rumeurs. Et puis, on attend 2 minutes, 2 minutes 30, toujours rien. Il est là, impassible, il regarde ses collaborateurs dans les yeux, un à un. Et puis, à un moment, il se baisse, il remet ses lunettes, il dit 3 minutes, c'est long, hein? 3 minutes, c'est le temps moyen d'attente d'un client dans notre banque. Ma première mission ici sera de faire en sorte d'augmenter la réactivité. Ben là, vous envoyez un message qui est sans commune mesure avec un message classique qui aurait été donné par d'autres directeurs généraux, qui se serait appuyé sur une étude de McKinsey ou de BCG ou que sais-je, qui aurait présenté des chartes sur l'évolution du temps, de traitement, etc. Voilà. Cette capacité en matière de management et de leadership, de faire passer des messages, d'incarner, de prendre des risques calculés, préparés, c'est un moyen formidable d'impacter les gens. Je donne cette anecdote parce que quand on retourne chez ce client-là, tout le monde s'en souvient. Tout le monde. Incarner les messages, avoir de l'impact,
Merci infiniment, Philippe. On a passé une demi-heure extraordinaire. On a parlé de beaucoup de sujets. On a parlé de la preuve sociale. On a parlé de devenir la pompe à cash et le web et le Waze de ses clients. On a parlé de la technique de la bande-annonce. Et puis, tu nous laisses avec cette merveilleuse phrase d'Albert Einstein. Tout savoir n'est qu'expérience. Le reste n'est qu'information. On a gagné 3 vies. On a gagné beaucoup d'expérience. Précipitez-vous pour acheter les accélérateurs de vente. Merci à vous. Merci à vous de m'avoir invité. Je t'en prie, à très bientôt pour une nouvelle édition. Et puis, je vous donne rendez-vous à tous la semaine prochaine pour parler de techniques de négociation avec l'immense Frédéric Bonneton, inventeur de la négociation émotionnelle. Et on va prendre l'exemple des négociations sociales, qui sont un sujet extrêmement brûlant en ce moment. Merci à tous de votre fidélité et à la semaine prochaine. Merci à vous. À bientôt.